Fanny, on est de retour avec toi en cuisine. Toujours pour le nourrissage. Exactement, préparation, et on est encore sur de la tortue. Ouais. Puisque ici, si jamais vous venez à Paddy Park, il y a vraiment un enclos que je vous recommande à tout prix. Avec, vous allez voir dans l'entrée, et on va évidemment être présenté sur mon petit piton, c'est du coup 2 espèces que vous faites cohabiter. Du coup, donc on va voir la tortue sulcata Voilà. et la tortue léopard. La Stigmochelis pardalis. Exactement. Et j'ai envie de dire que voilà, d'un point de vue variation, on a notre plateau qui prend forme. Les radis. Alors des radis maintenant. Alors le rose, il va aimer ça ton mal sulcata. Ouais, c'est ça. Un peu de. Vous voyez comme quoi, peut-être que la couleur rentre en compte, c'est complètement, c'est dingue. Hein. Oui, oui. Après les radis, eux, ils les mangent. C'est 3 étoiles, hein. J'avais voulu le dire, Dîner à Paddy Park. On est vraiment sur du nourrissage, voilà, au top. On essaie de faire de jolies assiettes. Ouais. Et eux, par contre, ils s'en foutent de ça. Les sulcatas, elles arrivent, elles rentrent dans la gamelle, des bulldozers. C'est ça. Que là, on est encore sur des petites tailles, parce que je vous vois venir directement en vidéo, vous dire, elles sont énormes. Elles sont énormes. Attention, quand vous adoptez notamment une sulcata, là, on est vraiment sur une petite taille, c'est-à-dire qu'en gros, la sulcata va devenir vraiment énorme, et on a des sulcatas qui deviennent super imposantes. Un gros mâle de 70-80 ans peut peser 100 kg. Voilà, parce qu'en plus de ça, c'est une tortue qui devient très vieille. Oui. Et j'ai envie de dire que quand on choisit d'adopter une sulcata, c'est l'héritage. Une autre particularité de la sulcata, c'est que c'est une tortue qui va creuser dans les milieux naturels, naturels, des terriers, justement pour se protéger un peu de la chaleur. De la chaleur, ouais. Elles sont extrêmement bien équipées. Je sais pas si tu peux nous montrer ça un peu. Ouais, on va montrer sur la petite louloute, là. Elle finit de manger ton bout de tomate. En fait, au niveau des pattes, c'est vraiment des griffes. Déjà, il y a des griffes au bout des pattes. Et puis les écailles avant des pattes leur servent de protection face aux prédateurs, mais surtout pour creuser des galeries. C'est des animaux qui peuvent descendre à un bon mètre de profondeur et creuser des tunnels de 5-6 mètres de long pour se protéger des fortes températures. Au niveau de la sulcata, du coup ensuite, dans les besoins qu'elle va avoir concrètement, je vois que vous avez des lampes chauffantes, je vois que vous avez tout ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu dans son environnement, un petit peu ce dont elle va avoir besoin en captivité? Point chaud à l'intérieur, obligatoire, à peu près une trentaine de degrés. Après, pareil, c'est des animaux qui deviennent grands, volumineux, donc il faut essayer de ne pas avoir des points chauds centralisés. Parce que par exemple là-bas, on a essayé d'avoir une lampe infrarouge, donc chauffante, avec une lampe UV proche. Comme ça fait une zone plus large où se mélangent les UV et le point chaud, pour éviter qu'il n'y ait qu'un seul individu, quand c'est des groupes comme ça, qui bénéficient des apports. Lampe UV est bien évidemment indispensable pour ces animaux lorsqu'ils sont en intérieur. Après, comme on disait tout à l'heure, quand il fait beau, la meilleure solution, leur meilleur bien-être, c'est dehors. Ouais. Du coup, ensuite, au niveau de l'alimentation, donc on en a parlé un petit peu ce matin aussi. On va rappeler juste que voilà, tout ce qui est salade et compagnie sur les tortues, c'est pas forcément. Ça fait du volume, mais ça apporte rien. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de la flotte, beaucoup. Même si bon, on peut, mais encore une fois, c'est toute une question. Voilà, il faut vraiment varier donc la nourriture des tortues. Moi, j'aimerais aussi qu'on revienne sur un point. C'est que quand on regarde la carapace de tes tortues. Elle est sale. Alors, j'allais pas dire ça, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a cette forme des fois un peu pyramidale qu'on peut retrouver. Alors ça, c'est un truc, Toblerone, voilà, comme on dit en français, je te remercie. Ça, en fait, c'est un truc qui inquiète souvent beaucoup les gens, justement, qui maintiennent comme ça ce genre de tortue. Alors, on va le dire tout de suite, qu'une tortue soit un peu Toblerone, j'ai envie de dire que quelque part, c'est pas forcément un signe où il faut directement s'inquiéter. Non. Si jamais, par contre, ça devient vraiment énorme, là pour le coup, à quoi est-ce que ça peut être dû déjà, il faut se dire qu'une tortue comme celle-ci, qui est déjà bien tobleronnée, c'est irrécupérable. Parce que souvent, cette malformation, parce que c'est une malformation, elle vient d'une mauvaise détention lors du jeune âge de ces animaux.
Souvent, c'est manque d'humidité. En fait, ces animaux, quand ils naissent, ils sont dans un terrier, il y a des zones très humides. Donc, c'est ça qu'on pense à l'Afrique, mais au final, la vérité, c'est qu'on l'a dit, elles s'enterrent. Donc, c'est des animaux qui aussi recherchent cette humidité-là. Voilà. Et en fait, si les juvéniles manquent d'humidité, lors du développement de la carapace, en fait, la kératine dessous n'a pas la place de se développer sur les côtés, du coup, elle pousse au-dessus, elle se met dessous. Et c'est ce qui va former ces pyramides. Normalement, une sulcata qui a eu un très bon maintien, il n'y a pas ces pyramides. Elle est lisse. Elle est lisse, mais quasiment très lisse. Nous, notre plus belle, on va dire, en termes de maintien, c'est ce côté ici. Voilà. C'est celle qui a le moins de table ronde. Après, bon là, même Pépette, la pardalis ici, c'est pas dérangeant, mais faut faire attention parce qu'il y a des individus, ça peut être des malformations qui les empêchent de se déplacer, très compliqué à suivre. Alors moi j'avais vu aussi que ça pouvait être dû à un problème au niveau des protéines. Aussi, trop de protéines, une alimentation trop riche en protéines, manque d'UV. On voit souvent avec les fameuses cryptas qu'on tient en aquarium à l'appartement. La bête elle se développe pas ou elle reste toute petite comme ça parce que tout ce que vous lui donnez à manger, c'est bien elle mange mais ça ressort derrière. C'est ça, les tortues, c'est vrai que très souvent on a vraiment des animaux comme ça qui vont être... voilà, ça mange d'accord beaucoup, etc. C'est sympathique, mais encore une fois ça a des besoins et il faut aussi parfois être capable justement de bien gérer cette question de nourriture. C'est pas forcément toujours facile parce que chez beaucoup de tortues justement elles sont gloutonnes, c'est valable aussi pour les tortues d'eau. Encore plus, j'ai envie de dire, c'est glouton, mais le problème c'est qu'il faut bien penser que ces animaux-là, ils mangent encore une fois de la nourriture qui est pauvre. Et même si jamais ils mangent du coup en grande quantité, c'est vrai que dans leur milieu naturel, ou si tu les mets dehors, tu vas voir qu'elles vont brouter tout le temps quasiment. Elles vont passer leur journée à ça, ou à se battre entre elles. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou essayer de s'évader. Ou essayer de s'évader, voilà, ou bref. Mais en tout cas, c'est vrai que ça mange une nourriture qui est pauvre. Donc beaucoup en quantité certes, mais finalement c'est pauvre. Et il faut essayer un peu aussi de varier encore une fois les apports, de bien penser à tout ça et de faire en sorte de maintenir le mieux possible. On passe un peu du coup sur les léopards. Ouais. Qu'est-ce que du coup tu peux nous en dire? Alors c'est une tortue qui deviendra moins grosse, beaucoup moins. Ouais. Mais globalement, du coup, au niveau des particularités qu'elle va avoir, ça va être quoi? En termes généraux, souvent un comportement beaucoup plus timide. Ça, on a pu le constater au départ quand on l'a récupéré, donc on a fait sa période de quarantaine, on l'a intégré au groupe et on a Scotty qui est parti faire dodo, qui est un peu un trouble fait. Et en fait, elle restait toujours prostrée dans la carapace, elle sortait pas pour la nourrir, on commençait à s'inquiéter. Donc en fait, ce qu'on a fait l'été dernier, c'est qu'on l'a tout simplement isolée dans notre enclos, puisqu'on n'avait personne, donc on s'est dit, on va la mettre dehors. Et on lui a fait aussi quelques injections de Calfomag. Et en fait, toute seule, voilà. Elle s'est mise de là, vous le voyez, il n'y a pas de problème, des fois elle pousse les autres, c'est souvent elle qui est sur la gamelle d'ailleurs. En fait, elle s'est retapée d'être dehors, elle a kiffé à bloc de prendre vraiment la température et les UV, il n'y a rien de meilleur que les UV de dehors. Et en fait, elle s'est retapée et maintenant... Maintenant, c'est intégré au groupe et tout va bien. C'est ça. Donc maintenant, on va lui trouver un chéri. Pareil, on va essayer de les isoler à terme pour éviter tout problème. Donc niveau projet, du coup, puisque tu en parles, donc j'imagine que niveau pardalis, du coup, vous allez essayer effectivement d'augmenter peut-être un peu le cheptel. Et niveau... du coup, par contre, tortue, justement, sulcata, est-ce que peut-être des femelles ou... Alors, le problème, c'est que vous avez déjà un beau cheptel. Voilà, on a un beau cheptel, mais le problème, c'est que quand on aime, on ne sait pas dire non. Et en fait, tous ces animaux-là, c'est soit des saisies administratives, soit des dons. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec 4 mâles pour 2 femelles. Donc voilà. Donc c'est assez problématique, malgré que ça se passe quand même assez bien. Enfin, les mâles, des fois ils sont pénibles, on essaye d'isoler, mais la plupart du temps ça va. Mais c'est pas quelque chose qui peut. Il faut durer, ça sert à rien. Les femelles, à force, si on a un mâle qui décide un jour, je veux m'accoupler tout le temps, il peut fatiguer la femelle, l'empêcher d'aller se nourrir et compagnie. Donc, il faut savoir que pendant qu'on faisait le tournage, en fait, à côté de la pièce, tout l'après-midi, ça a été de la séduction. Tout le long dans l'enclos justement des sulcata. Séduction et plus. Et plus, on va pas se mentir. D'ailleurs, ça m'amène à parler reproduction. Ouais. La transition, j'ai envie de te dire, est toute trouvée. C'est ça. Comment ça se passe? Du coup, on va commencer par les sulcata. Ouais. Comment est-ce que ça se passe niveau repro par rapport justement à ces animaux-là? Alors la repro, ça va souvent être le mâle qui va chercher un partenaire classique. J'ai envie de dire, ça commence souvent comme ça. Voilà, c'est souvent les mecs d'abord. Donc on va observer tout simplement un chevauchement, alors qui peut souvent paraître maladroit, parce que ça va essayer de trouver le secteur ou autre. Donc les mâles d'ailleurs, ils sont bien équipés pour cet accouplement, c'est-à-dire qu'ils ont le plastron qui est creusé en fait. Est-ce que tu peux éventuellement montrer, parce qu'on va parler du coup du dimorphisme sexuel. Alors effectivement, vous allez avoir un plastron creusé pour les mâles.
Tu veux le cale? Non, C'est bon? c'est pas, je voulais pas passer. Donc, Voilà. Donc quand on parlait de dimorphisme, on voit bien que chez ce mâle, on Voilà. a un creux. On est vraiment et évidemment, après, comme chez toutes les tortues, le deuxième détail qui va compter, c'est la queue. la taille de la queue et la position souvent du cloaque sur celle-ci. Exactement. Et pendant qu'on y est, tiens, je vais juste Les te demander perrons. quelque chose, c'est de nous montrer ces fameuses excroissances là, que vous Voilà. avez du coup sur le plastron, dont Ici. on parlait tout à l'heure, et dont les mâles vont se servir justement dans leur conflit. Voilà. Hein. Mais on l'appelle aussi tortue à éperon, tout Voilà. simplement. Parce que là, en plus, on n'est pas sur des animaux qui les ont encore très développés, parce qu'on est sur des jeunes Non. animaux. Et je peux vous dire qu'une fois adulte, Ah, ça peut. c'est autre chose. Hein. Ça- Et ça on peut peut avoir des faire- combats violents. hein. Oui. Voilà. Ouais. Donc, on revient donc sur l'accessoire de repro. Donc, une fois que l'accouplement a eu lieu, Alors la femelle, si ça a fonctionné, la femelle, pour la ponte, va chercher un endroit pour déposer les œufs. Et souvent, elle va chercher, donc en captivité, nos cet hiver, notre femelle qui est ici, qui a pondu, cherchait, on a commencé à la voir gratter dedans. Donc on s'est dit, ah c'est un chouette, signe. voilà, elle grattait tout le temps. Alors ça peut arriver qu'il gratte quand il y a des déchets de nourriture ou autre, mais là c'était vraiment, elle nageait. Sur Je me rappelle que c'est une espèce qui creuse, donc Voilà. aussi, voilà. C'est ça. Mais là, on sentait bien que c'était ça, quoi. Voilà. Et surtout qu'on avait constaté les accouplements par rapport aux périodes, ça correspondait. Donc on l'a placée dehors. Elle s'est mise, donc on l'avait isolée, elle s'est mise à creuser dehors. On avait fait même des petites vidéos, choses comme ça. Mais ça sortait pas, elle faisait les trous, mais on n'avait jamais le temps. Le soir, la nuit arrivait, on ne pouvait pas la laisser dehors parce que température trop basse. Donc on la re-rentrait et du coup ça l'a coupé dans son truc. Et du coup ici on a modifié l'enclos qui était prévu, mais du coup on s'est hâté à le faire. On a rajouté une zone de terre, Pour justement favoriser ça. voilà, pour favoriser la ponte. Et sur le conseil d'un collègue qui a pas mal de tortues et qui fait de l'ARPRO tous les ans sur cette espèce, on avait installé un spot UV, donc un point chaud sur la zone. Parce que lui avait constaté qu'elle creusait sous le point chaud. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé dans le coin en fait. Donc le soir, je regardais, elle était sur son petit trou, enfin elle avait commencé à creuser. Et le matin en arrivant, tout avait été aplati. Donc pour moi c'était parce que ça se promène beaucoup le matin, le soir. Donc je me suis dit voilà, elles ont réétalé, rien à signaler. Et puis en parlant avec Rafa, quand même, On va vérifier, quoi. voilà, Il se c'est passe bien un truc, pas, quoi. c'est Ouais, bizarre. ouais, ouais. Et du coup, je dis, ah purée, oui, je suis bête, j'ai pas pensé. Et du coup, j'ai commencé à creuser, et là, j'ai senti que ça descendait. Et là, c'était pas, quoi. Et là, c'est dur, parce que les œufs de sulcata sont calcifiés. C'est des œufs qui ont une coquille. Et du coup, là, c'était bingo, on en a ramassé. Ouais, donc, espèces évidemment donc, qui pondent les œufs. Donc Voilà. voilà. Hein. Et une fois du coup que vous récupérez ça, l'incubation, comment ça se passe? Alors, nous, pour les incubateurs, donc les incubateurs fait maison, donc c'est dans des bacs plastiques, donc on a un fond d'eau avec un chauffage d'aquarium immergé. Et en fait, le chauffage chauffe l'eau, chauffe aussi l'air ambiant, et c'est ce qu'on appelle un incubateur à bain-marie. Donc on a température et une humidité 80-90% dans l'air. Les œufs sont placés dans un bac sur vermiculite, et ma foi, ça a l'air de se développer plutôt bien. Donc là, je crois qu'on en a la moitié qui a l'air de s'être développée. Voilà. On va peut-être pouvoir les montrer après, je sais pas Ouais. les œufs, hein, d'accord? Oui, On fera un petit plan essaiera- dessus, En les mirant, on essaiera de regarder si jamais Voilà. il y a des choses dedans. D'accord, très bien. Donc voilà pour la repro. Globalement, si on passe maintenant sur la tortue léopard, est-ce qu'on est sur la même chose globale? Encore une fois, c'est des espèces qui se ressemblent un Voilà, petit peu de ce sur que pas j'ai mal pu de choses. constater et entendre, oui, c'est pour moi. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas eu de repro repos ici, sachant que Non, bon, pour ce serait moi, plus compliqué et limite vaut mieux pas, parce que dans ce que Non, tu là, fais s'il tout y à a une l'heure, repos, de toute façon, la casse, voilà, ce on serait du réfléchit coup, même pas, les œufs, Parce qu'on c'est rappelle qu'il n'y a pas poubelle. de mal, hein, d'accord, Voilà. ici, donc voilà, ce serait forcément un croisement, ce qu'on évite à tout prix. Ou une pointe blanche, il y a une stimulation de la part des mâles, mais Exactement, mais dans tous les cas, de toute façon, ce ne serait pas des yeux viables à c'est garder. ça. Ok, très bien. Donc, on a évoqué un petit peu le maintien, on a évoqué un peu la repro. Globalement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tout à l'heure, tu as parlé du statut de la conservation à l'état naturel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que c'est un sujet qui est important. Ouais. sur cette tortue-là. Surtout la tortue sillonnée, malheureusement, qui est donc comme Donc, je c'est l'autre disais, nom de la sulcata. Voilà, tortue sulcata, tortue éperon, tortue sillonnée. Cette tortue, donc comme on le disait, a une longévité très élevée. Il y a des individus qui peuvent atteindre 100 ans, des tailles assez énormes. Et en fait, dans les pays où elles sont originaires, les populations locales ont développé des croyances, et comme c'était le cas chez nous à l'époque, selon lesquelles cette tortue, en fait, consommer cette tortue était gage de longévité. Donc en fait, ils se sont mis à chasser cette tortue, Allez, le manger, du coup. décimer les populations. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a certaines zones où elle est en voie d'extinction.
Alors qu'en captivité, Elles se maintiennent très bien. Voilà, elles se maintiennent très bien. On a beaucoup de repos en Europe sur cette espèce. Mais on va rappeler, hein, parce que bon, c'est vrai que là, j'imagine qu'il y en a peut-être parmi nous qui se disent, bah oui, mais du coup, si Il faut les jamais... remettre dehors. Exactement. Et bien ça, évidemment, c'est pas possible. Ouais, c'est très compliqué la réinsertion. Un animal qui a été élevé en captivité, toujours, voilà, c'est des animaux qui vont évoluer. Hein, c'est-à-dire que on constate souvent, ça peut avoir un point positif, parce que par exemple, quand on voyait l'anaconda, c'est vrai que c'est plus facile d'adapter des animaux quand on veut les avoir en captivité, qui sont déjà issus de la captivité, mais du coup, à l'inverse, pour retourner à l'état sauvage, c'est complètement l'opposé. Les reptiles, quand même, c'est des animaux assez autonomes, assez efficaces, donc je pense qu'il y en aura une partie qui réussirait à s'adapter. Mais c'est surtout des coûts budgétaires qui sont extrêmement lourds pour ces programmes. Après, relâcher des animaux dans un milieu où ils ont été éradiqués, si on n'a pas géré le problème à la source, ça sert à rien de les remettre dans leur milieu parce qu'on sait que ça ne va pas durer. Après, à l'heure actuelle, il faut se dire que alors, les prix bas, c'est intéressant, mais privilégier, c'est comme tout, un circuit court, un collègue éleveur ou une connaissance ou autre. Voilà. À un moment donné, il faut se dire, je veux pas cher, c'est des animaux, si c'est pas cher, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière, tout à fait, bien sûr. Kevin, du coup, un autre point qui est important par rapport justement donc, au sulcata, je vais te laisser en parler, c'est le sillonnage. Voilà. Tortue sillonnée, pourquoi? Elle en tient son nom. Alors tout simplement parce que les stries de croissance qu'on peut voir sur la carapace sont très visibles, relativement marquées. Donc en fait, c'est ce qui lui a donné son nom. Mais souvent, les gens pensent calculer l'âge de la tortue en comptant ces fameux sillons de croissance. Un peu comme les arbres, vous savez, quand on coupe et qu'on compte les trucs. C'est le même système, sauf qu'un arbre, lui, il est cyclé. Il met une strie par an, parce qu'il a un cycle de croissance. Là, on est chez des animaux exotiques qui carburent toute l'année. Donc en fait, on peut avoir des animaux qui vont mettre 1, 2, 3, voire 4 stries de croissance dans la même année. En fait, ça va évoluer selon leurs conditions de vie. Donc, malheureusement, ça n'amène à rien. Si jamais vous commencez à compter, vous allez vous dire... elle est vieille. Ouais, exactement. J'ai un record. Exactement. Et en fait, non, pas du tout. Mais ça lui confère malgré tout ce côté vraiment très sympathique, esthétiquement parlant, c'est génial. Mais c'est vrai que sur le côté du comptage, comme tu disais, des années, c'est pas viable, quoi. C'est pas fiable. Une grosse idée si on... C'est vraiment un gros doute, quoi. 3 ou 2, mais ce sera jamais l'âge, disons que si on tombe sur l'âge exact, le mieux pour un reptile pour connaître son âge, c'est la date de naissance. C'est ça. Et donc d'acheter un animal né en captivité, avec ses papiers. Donc on connaît les sources. Exactement. Tiens, je vais peut-être juste te demander quelque chose, parce qu'on a vu un mâle tout à l'heure au niveau du plastron. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être la question du dimorphisme sexuel? Vous voyez, donc tout à l'heure on avait le mâle qui était vraiment creusé, ici là, on a une femelle qui est plate, voilà. Une queue plus petite. C'est ça, queue beaucoup plus courte et un cloque bien prononcé. Et surtout à l'âge adulte on aura également aussi une taille qui sera différente puisque les mâles poussent beaucoup plus et de toute façon vont être reconnaissables par rapport à ces excroissances dont on a parlé, etc. Bien dominant. Au niveau de la tortue léopard, le dimorphisme sexuel? Aussi présent. Il n'y a pas ses éperons mais en termes de taille c'est pareil. Le mâle toujours bien plus gros, souvent même la moitié plus gros que la femelle. Et bien voilà. Et écoute, encore une fois, je tiens à te dire qu'à mon avis, on a fait plus ou moins le tour pour présenter ces animaux qui, sincèrement, sont fascinants. C'est absolument génialissime, mais c'est vrai que c'est toujours pareil, ces animaux qui, à détenir en captivité, sont compliqués, exigent des conditions qu'on n'imagine pas au départ. Encore une fois, comme tu le disais, quand on achète une toute petite tortue, une sulcata, c'est comme ça, petit. Et quand on l'achète, on se dit, ah tiens, c'est mignon, ça va devenir gros comme une tortue armale. Il ne faut pas se dire c'est mignon, il faut se dire, tiens, c'est intéressant, je vais regarder. Mais ça va grandir. Voilà, je vais me renseigner, c'est comme ça. Bon, et quand on se renseigne, on se dit, bah tiens, une petite visite à Paddy Park, bien sûr. Bien sûr. On tombe sur une vidéo Mon Petit Python, on regarde, petite visite à Paddy Park. Vous venez à Mon Petit Python, vous venez à Paddy Park, vous discutez avec Kevin, vous discutez avec Raphaël, vous discutez avec Fanny et vous prenez plein d'infos, surtout vous renseignez sur ces animaux. Parce qu'une fois ça évolue, ils sont là pour ça, ils vont adorer vous renseigner et vous filer plein de conseils. Et résultat, voilà, vous ferez votre choix et après. Apprendre aussi des choses des gens, parce qu'on est là aussi pour dans l'échange, voilà. Toujours comme on dit. Mais en tout cas, vous aurez l'occasion de voir des animaux qui sont encore jeunes. Encore une fois, on le dit, le plus gros ici, c'est un ado. C'est-à-dire qu'en gros, ce petit monsieur, ce gros pépère déjà, eh bien, il va encore énormément gagner en volume, en taille, et évidemment, il va demander de la place et des soins bien particuliers avant de m'écraser les pieds dans 2 secondes. Voilà. Je peux vous dire qu'à mon avis, déjà, ça pèse bien lourd, mais on est encore loin d'arriver jusqu'à la taille justement finale. Là, il fait une bonne trentaine de kilos. On a fini la première gamelle, j'ai envie de te dire qu'on va filmer gentiment la deuxième. On va aller voir les œufs. Kevin, on se retrouve
dans les closeries, on vient d'assister au repas des sulcatas. Petit repas, petit goûter. Voilà, au petit goûter comme tu dis, elles se sont baffrées comme pas possible. Elles sont encore en train parce qu'il y a une deuxième gamelle en cours. Oui, et demain ça reprendra de plus belle. Et demain voilà. D'ailleurs c'est encore une fois un budget nourriture aussi à prévoir conséquent évidemment. Et on se retrouve à l'écloserie. Pourquoi? Parce que tu nous as parlé dans la vidéo du fait qu'il y avait des œufs. Dont certains qui ont l'air de se développer. Exactement. Voilà. Donc tu vas nous montrer tout ça, tu nous as parlé un peu de tes incubateurs. Ouais. Donc incubateur au bain-marie, tu m'as dit. C'est ça. Donc là, vas-y, je te laisse manipuler. Ouais, c'est du fait maison. Hein. D'ailleurs, je crois que vous présentez des fois aussi des techniques justement sur comment faire avec un incubateur maison. Voilà, les différentes manières. Si on peut réutiliser des fois des vieux frigos qu'on aménage, des plaques chauffantes sur le fond, des plats en bain-marie. Toujours pareil, la pédagogie à Paddy Park est importante. Alors vas-y, donc là du coup on est sur un bac en polystyrène. C'est ça, donc légèrement taillé de biais pour tout simplement avoir l'humidité qui coule, voilà, histoire d'éviter que ça tombe sur les œufs. Alors ouais, après... De toute façon ils sont protégés, j'ai l'impression. Voilà, ils sont protégés, mais mon beau-père, de par son expérience, n'a jamais constaté vraiment de différence entre des œufs, comme là, il y a les gouttelettes qui tombent dessus. Il a jamais constaté d'œufs qui pourrissent parce que les gouttes d'eau tombent dessus. Ok. Qu'on évite quand même qu'il y ait des excès de fois qui tombent dessus. Mais... Et donc dedans, alors attends juste, venir un petit peu, voilà. Un petit peu plus. Donc on a ces œufs calcifiés dont tu nous as dit. Alors on peut voir une différence de taille déjà. Alors là c'est comme un slug en fait, c'est un slug. Tout simplement. Donc des œufs, voilà. Posés comme ils étaient pondus sur la vermiculite. Yes. Et en fait, là, tout simplement, si on éclaire cet œuf, on se rend compte qu'en fait, il est complètement vide. Voilà. C'est un œuf blanc. Celui à côté, de mémoire, c'est pareil. Donc là, voilà, en fait, on voit rien, hein, d'accord. Donc c'est-à-dire, c'est une forme. Ça, on est à plus d'un mois de développement, donc s'il y avait quelque chose à l'intérieur, on serait censé voir quelque chose. Or, si on vient, par exemple, je crois que c'est... Non, c'est pas lui. Ce petit loulou, là, au coin. Voilà. Si on vient éclairer, là, on se rend compte que déjà sur le dessus c'est sombre et on voit une lumière rouge sur le fond. Donc je vais juste le lever pour le mirer d'au-dessus pour que ce soit plus visible. Hop. On le sort, on peut le... Voilà. Je vais vous montrer juste rapidement. Donc là on relève donc la partie haute, l'embryon qui se développe, et en dessous tout le système vasculaire en fait, voilà. Qui permet et donc cette couleur rouge du coup donc, qui prouve que voilà, qui normalement celui-ci donc part bien. Ouais. Voilà. Donc on en a quelques-uns comme ça, donc on espère avoir, ma foi, des résultats sur cette espèce. Voilà. Globalement, donc, du coup, c'est un suivi que vous faites on contrôle tous les jours, qu'il n'y ait pas, on ne sait jamais, un œuf qui explose et un développement de champignons ou autre. Et ensuite, on essaye de tourner un œuf de reptile. Faut pas que ça dure surtout. On peut tourner un œuf, mais il faut être délicat, mais il faut toujours le remettre dans son positionnement initial. Le mieux, c'est de le prendre, de pas le faire pivoter tout simplement. Ça marche. Eh bien écoute, Kevin, moi je te remercie du coup donc, encore une fois pour ce petit tuto, j'ai envie de te dire, mirage d'œuf de sulcata. Et puis moi ce que je souhaite juste, c'est que cette petite ponte, justement, vous ayez des résultats. Les exactement. Voilà. Allez. Merci bien. Avec plaisir. Kevin, je te remercie. Merci à toi. Et puis écoute, ce qu'on va faire, c'est que voilà, moi je vous dis à très vite sur mon petit Python. Je vous salue évidemment bien bas, vous et vos bêtes écailles. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt à Paddy Park et pour parler Tamno bien sûr sur mon petit Python. Restez connectés, abonnez-vous, mettez un like. Salut à tous, ciao.